on était une délégation de l'Union pour la reconstruction communiste de France. On était présent avec d'autres délégations étrangères à Caracas, au Venezuela, le 10 janvier, le 9, le 10 janvier, le 11 janvier, pour pouvoir assister aux différentes activités qui se sont déroulées autour de la prestation de serment du président Nicolás Maduro, et on a pu constater l'effervescence qui y régnait autour de ce grand événement, quoi. On était à peu près 2000 personnes de différentes délégations du monde entier. Il y avait au moins 125 pays recensés qui étaient présents. Des délégations de travailleurs, il y avait des syndicalistes, il y avait des mouvements paysans, mouvements de femmes, jeunes, étudiants, enfin ça venait de partout, de différents continents, non seulement de l'Europe occidentale et capitaliste, mais aussi des autres continents comme l'Afrique, comme il y avait le Burkina Faso qui était présent avec leur drapeau. C'était très impressionnant. Les Palestiniens, ils étaient nombreux. Le Front Polisario du Sahara occidental, qui se battent depuis 1975 pour leur droit à l'autodétermination contre le pouvoir marocain. Voilà, avec toute cette connivence qui obéit à l'impérialisme américain, le soutien de l'Espagne et de la France qui soutiennent Rabat. Les Libyens étaient présents. Les Libyens qui effectivement ne sont pas d'accord avec tout ce qui a été fait avec leur nation, avec leur pays détruit, quoi. Enfin, il y avait des délégations d'un peu partout, évidemment de l'Amérique latine, c'était les délégations les plus importantes, les Cubains, le Mexique, parce que le Mexique, en ce moment, et c'est ça qui est extrêmement important, ils sont en première ligne de front face à Trump, face aux États-Unis, et ils ne veulent pas se laisser marcher sur les pieds, ils l'ont dit clairement, et ils s'organisent aussi pour pouvoir résister à toutes les tentatives de déstabilisation que non seulement Biden avait commencé à initier, faut pas l'oublier que le Parti démocrate déjà animait une certaine stratégie de déstabilisation du Mexique, mais avec Trump et son secrétaire d'État aux affaires extérieures, Marco Rubio, qui est un dangereux individu qui appartient à la mafia cubano-américaine de Miami, qui se retrouve aux manettes de la politique internationale. Il y avait également les Boliviens, les Nicaraguayens, les Sandinistes étaient présents. Le Honduras agitait son drapeau dans le rassemblement festif qui avait eu lieu à côté du palais de Miraflores. C'était extrêmement impressionnant et émouvant. Pour une délégation comme la nôtre qui venons de France, qui venons des entrailles du monstre, parce que nous sommes dans un pays capitaliste, un pays impérialiste, un pays qui a saccagé l'Afrique et qui est en train de collaborer avec l'impérialisme américain et l'impérialisme britannique pour saccager aussi les richesses de l'Amérique latine. Et ils ont en ligne de mire évidemment le Venezuela, comme les autres pays qui ne se soumettent pas à la botte états-unienne. Donc, pour nous, c'était extrêmement important. Cette présence française, on était quelques-uns, donc l'Union, pour la reconstruction communiste de France. Et il y avait aussi des journalistes comme Maurice Lemoine, ami du Venezuela, qui connaît très bien l'Amérique latine depuis les années 70. Le Venezuela, il connaît très bien, et lui, il pourra apporter des éléments d'appréciation, des éléments d'analyse qui vous permettront de mieux combattre, parce qu'il s'agit de ça aussi, c'est-à-dire comment on s'organise en France pour combattre toute cette stratégie du mensonge qui est orchestrée non seulement par les grands médias, mais aussi par une certaine gauche qui se dit de gauche, mais qui participe activement à cette déstabilisation des pays qui se battent pour leur droit à l'autodétermination et à leur souveraineté. Le Venezuela n'est pas seul. Le Venezuela, la République bolivarienne du Venezuela, a démontré au cours de toutes ces années, depuis que le commandant éternel Hugo Chavez a réussi
à renverser la vapeur et à organiser les masses avec un enthousiasme impressionnant. Le Venezuela, non seulement n'est pas seul, parce qu'il y a un peuple derrière lui, mais il y a aussi cette solidarité internationale, ce qui nous a frappé, qui nous a impressionné, de voir sur combien d'amis le Venezuela compte pour pouvoir résister et pour pouvoir vaincre toutes ces tentatives de déstabilisation et d'agression, le blocus, les 955 sanctions imposées par les Américains, mais aussi par l'Union européenne. Donc voilà, nous sommes sur la ligne du front avec eux. Je passe la parole à Maurice. Bon, non, je vais essayer de vous faire un résumé de ce qui s'est passé au Venezuela sur cette élection de Nicolas Maduro, parce qu'en réalité, si vous lisez encore les médias ou si vous suivez les médias traditionnels, aussi bien de service public que privé, vous pouvez vous poser la question, hein, puisque d'une manière générale, les commentaires sont que l'élection de Nicolas Maduro a été, en fait, qu'il n'a pas été élu. Alors, le 28 juillet 2024, donc il y a pas très longtemps, élection au Venezuela, le Conseil national électoral annonce que le président en sortant, Nicolas Maduro, a gagné avec 51,90% des voix, 52% des voix, et que son adversaire, Edmundo González, a obtenu 43% des voix. Il y a 8 autres candidats. Alors ça, c'est un premier point d'ailleurs sur lequel je vais attirer votre attention. D'une manière générale, on vous parle de l'opposition au Venezuela. Bon, c'est une escroquerie, il n'y a pas une opposition au Venezuela, il y a des oppositions. Il y a une opposition de droite radicale, pour pas dire d'extrême droite, qui est celle dont on va essentiellement parler, mais vous avez aussi une opposition qui a participé aux élections de juillet, qui a été battue et qui a reconnu la défaite. Hein, il y avait 10 candidats, Nicolas Maduro, un candidat radical, Edmundo González, et 8 candidats de droite classique, plus ou moins modérés, il y en a 7 qui ont reconnu la victoire de Nicolas Maduro. L'opposition, elle, prétend qu'elle a gagné les élections avec 70% des voix et que Maduro n'a obtenu que 30%. C'est d'une manière générale la thèse qui est retenue par nos médias, hein, par l'ensemble de l'appareil médiatique. Donc il y a une polémique. Le Conseil national électoral, à ce moment-là, a dit qu'il ne pouvait pas délivrer les résultats de l'élection avec des procès-verbaux bureau de vote par bureau de vote parce qu'il y avait eu une cyberattaque. Cyberattaque, ça existe, on le sait, j'y reviendrai tout à l'heure. De sorte que le président Maduro a porté l'affaire devant le tribunal suprême de justice, qui a finalement confirmé sa victoire, et que la polémique demeure. Alors si vous me posez la question, je ne peux pas vous assurer que Nicolas Maduro a gagné l'élection, puisque je n'ai pas vu les procès-verbaux. Vous ne les avez pas vus, nous ne les avons pas vus, nous n'en savons strictement rien. Mais je voudrais vous rappeler que le 7 novembre 2020, aux États-Unis, où il n'y a pas de Conseil national électoral, c'est CNN qui a annoncé la victoire de Biden. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais 4 jours après, l'actuel président Trump a contesté, a refusé de reconnaître sa défaite. Il a parlé de fraude, d'irrégularité. Il a même parlé d'une conspiration communiste internationale impliquant la Chine et le Venezuela. J'invente rien, hein. Et donc, ces allégations ont été déclarées infondées par la quasi-totalité des juges fédéraux, y compris la Cour suprême aux États-Unis, et Biden a été déclaré vainqueur. Mais nous n'avons pas vu les procès-verbaux, bureau de vote par bureau de vote, personne ne les a réclamés, et d'une certaine manière, qui nous dit que c'était pas Trump qui avait gagné l'élection. Et puis, comme l'exemple de Trump, je veux dire, elle fait des petits, Bolsonaro au Brésil 2 ans plus tard, Lula gagne l'élection, Bolsonaro demande l'annulation des voix émanant de 280 000 urnes. Alors lui aussi il parle de dysfonctionnement technique, Le tribunal suprême électoral rejette ces recours. Le président du tribunal suprême fédéral dénonce l'absence totale de preuves et une présentation totalement frauduleuse des faits, mais sans que personne ne voie les procès-verbaux, bureau de vote par bureau de vote. Lula est déclaré vainqueur, et de sorte que on n'est pas sûr. Bon, en gros, ce que je suis en train d'essayer de vous dire, et alors je pourrais étendre, on n'a pas trop de temps, avec le Pérou, le Guatemala, un certain nombre de pays où l'Ukraine, où systématiquement la droite conteste le résultat de l'élection et où finalement personne ne demande à voir les procès-verbaux. Donc en fait, là, on fait un procès au Venezuela qu'on ne fait à aucun autre pays dans des circonstances similaires. Maduro, il gagne l'élection en 2018. La deuxième élection, il est élu en 2013 après la mort de Hugo Chavez, il gagne en 2018 et déjà il y a une polémique parce que sur ordre de Washington,
sur ordre. Alors là, je vais très vite, mais tout ça est prouvé. Enfin, je veux dire, je vous parle de faits avérés. L'opposition radicale a boycotté l'élection, et de sorte que là encore, le discours général, ça a été Maduro a gagné, mais il n'y avait pas d'élection. Alors qu'il y avait aussi déjà des candidats d'opposition modérée. On est dans un moment où la droite en Amérique latine est en pleine offensive. Souvenez-vous, en 2016, donc il y a eu l'élection de Trump. 2016, Dilma Rousseff est renversée au Brésil par un coup d'État juridico-parlementaire. En 2017, Lula est arrêté, est mis en prison pour l'empêcher de se présenter à l'élection de 2018 qu'il aurait gagné, tout le monde le savait à l'époque, les sondages tout le disaient. Le 4 août 2018, qui est passé complètement inaperçu, il y a une tentative d'assassinat de Nicolás Maduro, avec des drones, qui est une première. 2018, violence insurrectionnelle au Nicaragua, qui va faire 220 morts, et non pas 350, comme je le dis encore dans Le Monde la semaine dernière. Comme si 220, c'était pas assez d'ailleurs, entre parenthèses. Trump, pendant tout ce temps-là, impose 232 nouvelles sanctions à Cuba. Et puis les élections du 20 octobre 2019 en Bolivie, où Evo Morales gagne et où il est renversé par un coup d'État. Donc on est en pleine offensive de la droite. C'est pas uniquement le Venezuela. Et pendant toute cette période, les pays de droite latino-américains, c'est-à-dire la Colombie d'Ivan Duque, l'Argentine de Mauricio Macri, l'Équateur de Lénine Moreno, le Chili de Sebastián Piñera, sont en train de détruire tout ce qui avait été créé par la gauche latino-américaine sous l'impulsion de Chavez, de Fidel Castro, de Rafael Correa, Evo Morales, etc., qui sont l'Union des Nations sud-américaines, l'UNASUR, et la communauté des États latino-américains et caraïbes. Tout ça est en train d'être détruit. Maduro, il est élu en 2018. Maduro, il a subi 10 fois plus d'épreuves que Chavez. Trump, évidemment, on fait une fixation sur Trump en ce moment, mais le début, pas le début d'ailleurs, enfin en tout cas l'origine de ce qui se passe en ce moment, c'est mars 2015 avec Barack Obama. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, on fait souvent nous le distinguo entre les démocrates et les républicains, mais concernant l'Amérique latine, il n'y a pas beaucoup de différence. C'est Barack Obama qui, en mars 2015, signe un décret qui fait du Venezuela une menace exceptionnelle pour la sécurité nationale des États-Unis. Évitez de rire, ça va nous faire perdre du temps. Ensuite, Venezuela, lorsqu'on appelle les guarimbas, qui sont des manifestations insurrectionnelles, 2014, 45 morts, 2017, 145 morts, et puis l'opération Guaido, Juan Guaido, c'est pas la peine que je vous raconte, vous vous souvenez, ce président imaginaire, président fantoche, qui se déclare président sur une place en janvier 2019, il est reconnu par une cinquantaine de pays, entre parenthèses, c'est pas grand-chose, il y a 180 et quelques pays au sein des Nations Unies. Donc c'est pas la majorité des pays qui reconnaissent Juan Guaido. Vous avez des trucs d'un sabotage électrique géant, vous avez un coup d'État averti en avril 2020, vous avez l'opération Gédéon qui est une pénétration avec des mercenaires américains. Bref, le Venezuela est attaqué. Il y a des tentatives de faire intervenir le traité américain d'assistance réciproque, c'est comme l'OTAN. C'est-à-dire, si un pays est attaqué, tous les pays se liguent contre lui. Donc, on essaye de faire ça contre le Venezuela. J'en passe et des meilleurs. Alors, la meilleure, quand même, c'est la mise à prix de la tête de Maduro, 15 millions de dollars, qui viennent de passer à 25 millions. C'est-à-dire que c'est plus que Pablo Escobar, plus que Ben Laden. Nicolás Maduro. 25 millions de dollars aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, pour la tête de Nicolás Maduro. Ça nous fait rire, parce qu'évidemment, c'est le côté cow-boy des États-Unis, mais c'est extrêmement dangereux parce qu'il y a un certain nombre d'illuminés que 25 millions peuvent intéresser. Et avec des moyens, j'en parlerai à la fin. Je vais très rapidement sur alors ce qu'on appelle les sanctions, que si on avait le temps, chaque fois on appellerait mesures coercitives unilatérales. En gros, la différence, c'est que pour appliquer des sanctions, il faut avoir une autorité morale. Or, les États-Unis n'ont aucune autorité morale pour imposer des sanctions à qui que ce soit. Les sanctions, je veux dire sanctions, ça va plus vite à chaque fois. Embargo contre le géant pétrolier PDVSA, la compagnie pétrolière nationale. Bon, je rappelle évidemment que le Venezuela possède les plus grosses réserves mondiales de pétrole et que le gros de son activité jusqu'à présent, et c'est en train de changer, c'était le pétrole. La saisie des avoirs du Venezuela à l'étranger, 25 milliards de dollars, c'est pas rien. La mise au ban du secteur aurifère du Venezuela qui peut plus vendre son or. La poursuite contre les firmes, les entreprises, les particuliers, américains ou autres, états-uniens ou autres,
qui commercent avec le Venezuela, les entreprises vénézuéliennes, l'expulsion du pays des marchés financiers. Enfin, je veux dire, c'est la totale. Hein. Là, je vous résume. Si vous prenez le cas du pétrole au Venezuela, le Venezuela produisait 3 millions de barils de pétrole par jour en 2014. Il en produit moins d'1,5 million en 2018 et 350 000 en 2020. On passe de 3 millions à 350 000. Pourquoi? Pas à cause de l'incurie de Nicolas Maduro. C'est parce que toute la technologie du pétrole au Venezuela vient des États-Unis depuis la fin du 19e siècle. À partir du moment où vous avez un embargo, vous n'avez plus de pièces de rechange, vous n'avez plus de matériel, vous n'avez plus rien, et donc effectivement les raffineries commencent à tomber en ruine. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus retenir vos raffineries, et que la production décroît. Plus après, il faut, pour le pétrole que vous réussissez à produire, il faut réussir à le vendre dans des conditions clandestines, enfin des conditions extrêmement compliquées. C'est une perte. L'État, il se voit privé de 90% de ses revenus. Hein. C'est une perte. Alors d'après le vice-ministre de l'économie, en juillet dernier, 228 milliards de dollars depuis 2014. C'est énorme. Hein. C'est absolument énorme. Pendant le Covid, via le FMI, refuse au Venezuela ce qu'il a accordé à un certain nombre de pays en difficulté, 5 milliards de dollars pour soigner le Covid, c'est refusé au Venezuela, et le Venezuela ne survit que grâce aux vaccins de Cuba, de la Russie et de la Chine. Très très vite, parce que c'est très symbolique, le Venezuela par exemple possède aux États-Unis une filiale de la compagnie pétrolière PDVSA qui s'appelle Citgo. C'est une filiale qui a 3 grandes raffineries, qui a 4000 stations-service, qui a une valeur de entre 8 et 11 milliards de dollars. C'est confisqué par les États-Unis. C'est confisqué en dehors du droit international, en dehors de tout, bon. Si je résume, le Venezuela peut plus vendre son pétrole, peut plus vendre son or, peut plus acheter de nourriture, peut plus acheter de médicaments, de matériel médical, de pièces de rechange pour ses raffineries. Et donc, évidemment, c'est ce qui explique la catastrophe économique qui a touché le Venezuela. Et non pas, comme je le lis et je l'entends, et vous le lisez, l'entendez pendant 1000 fois, les sanctions américaines ont légèrement aggravé la situation au Venezuela. Non. Les sanctions des États-Unis sont la cause principale de l'effondrement économique du Venezuela et de la crise. 24 janvier 2024, c'est pas vieux. Il y a eu un rapport qui a été publié par le Congrès des États-Unis, hein, c'est-à-dire pas par le Congrès russe, biélorusse ou cubain, qui a été préparé par le Congressional Research Service, qui est un organisme non partisan qui opère à la demande du Congrès et sous sa direction, et qui explique dans son rapport alors qui est public, hein, c'est pas secret, alors eux, ils parlent de 927 sanctions, n'ont pas obtenu leur objectif, renverser Nicolas Maduro. C'est écrit noir sur blanc. Hein. L'application, c'est pas la démocratie, c'est pas les droits humains, c'est renverser Nicolas Maduro. Mais ont contribué à une crise économique sans précédent et ont provoqué le départ de 7 700 000 Vénézuéliens. Et puis, par exemple, sur l'immigration, enfin la migration des Vénézuéliens, qui effectivement est très importante, vous avez un président qui est le président du pays voisin, président colombien, Gustavo Petro, qui a dit il y a pas très longtemps, j'ouvre les guillemets, ce qui a provoqué une migration de millions de Vénézuéliens s'appelle le blocus économique imposé par les États-Unis. Et le gouvernement colombien de l'époque, d'Ivan Duque, qui a contribué à sa réalisation. C'est devenu un véritable boomerang. Ils ont bloqué la vente internationale du pétrole, et c'est de cela que vivait la société vénézuélienne. L'appauvrissement immédiat a engendré la migration. Et puis il y a eu deux témoignages, alors là qui sont irréfutables, d'individus que je vous recommande. Le premier, c'est Mike Pompeo, donc ancien patron de la CIA, ancien secrétaire d'État de Donald Trump, qui a écrit ses mémoires. Il sait écrire. Nous espérions rendre la vie du régime si misérable que Nicolas Maduro et ses voyous seraient obligés de passer un accord avec l'opposition. Si Maduro voulait vivre dans un château suisse pour le reste de sa vie, nous étions prêts à le laisser faire à condition que le Venezuela revienne à la normale. Et puis vous avez Trump 1, qui à un moment était en colère après Biden, lorsque celui-ci a légèrement assoupli les sanctions permettant à l'entreprise Chevron d'exploiter le pétrole au Venezuela. Et donc Trump a été très en colère et il dit, 10 juin 2023, « Quand je suis parti, le Venezuela était prêt de s'effondrer. Nous l'aurions pris, nous aurions obtenu tout ce pétrole. Nous l'aurions eu juste à côté, mais maintenant nous l'achetons au Venezuela. » On en est là. Biden est au pouvoir, ça change rien, strictement rien pour le Venezuela, à part ce léger assouplissement. Pourquoi ce léger assouplissement? Figurez-vous qu'en 2022, il y a un événement qui passe pas inaperçu, c'est l'intervention de Poutine en Ukraine. L'intervention de Poutine en Ukraine, ça désorganise complètement le marché pétrolier. Les États-Unis se disent, l'administration Biden, mais on a le Venezuela à côté. Et donc, d'un seul coup, Maduro, il est moins criminel que d'habitude. Et donc, les États-Unis vont mettre un terme à l'aventure Guaido.
C'est-à-dire qu'ils vont expliquer à l'opposition vénézuélienne que maintenant le président autoproclamé, c'est fini parce que d'abord ça n'a pas fonctionné, Maduro n'est pas tombé, et puis que ça serait bien qu'il participe à des élections, que Maduro perdra de toute façon, mais qu'il faut qu'il participe aux élections. Et donc on va avoir un début de négociations. Alors c'est pas les premières, il y en a eu beaucoup des négociations entre le Venezuela et son opposition radicale. Il y a même un moment à Bruxelles où le président Macron, que vous connaissez, est impliqué dans les négociations, parce que Macron c'est pareil, il a reconnu Guaido, et puis quand le pétrole a commencé à manquer, il a croisé Maduro à je sais plus quel sommet, et il est allé voir Presidente, et comment ça va, enchanté de vous rencontrer, faut qu'on se téléphone. Et j'invente pas, là je vous le raconte d'une manière un peu légère, mais j'invente rien du tout. Bref, il y a un certain nombre d'accords et il y a un accord définitif qui est signé à la Barbade, qui est signé en octobre 2023, qui va permettre l'organisation des élections de l'an dernier de 2024. Alors dans ces accords de la Barbade, ils sont extrêmement importants parce que tout le monde les cite et personne ne les a lus. Donc tout le monde vous dit Maduro a violé les accords de la Barbade, et je vous mets au défi d'interroger un journaliste, on va dire qu'est-ce qu'il y a dans les accords de la Barbade. Les accords de la Barbade, ça repose sur 2 piliers. Le premier pilier, c'est la promotion des droits politiques et électoraux de tout le monde, du chavisme et de l'opposition démocratique. Et puis, il y a un deuxième volet des accords de la Barbade, c'est la défense des intérêts de la nation. Les deux parties, elles reconnaissent les droits constitutionnels de tous les acteurs politiques du pays, prévoient une élection présidentielle deuxième semestre 2024. Alors évidemment, là pour le coup, comme les chavistes sont malins, ils mettent l'élection le jour de, je crois que c'est la naissance de Nicolas Maduro, de Hugo Chavez. Bon, c'est un petit rappel, une piqûre de rappel à leurs amis. Il y aura une mission d'observation internationale, un rejet de la violence politique, et le tribunal suprême de justice vérifiera le sort d'un certain nombre de gens qui sont inéligibles. Alors, l'observation internationale, ça commence mal. Au départ, il y a l'Union européenne. Et puis ça commence mal parce que l'Union européenne, pour des raisons sur lesquelles je passe très vite, impose de nouvelles sanctions au Venezuela. Alors c'est comme si vous voulez, dans un match de foot, il y a un arbitre, et puis qu'avant même le début du match, il file un carton rouge à une des équipes. Donc le Venezuela décide que l'Union européenne ne viendra pas participer à l'observation des élections. Ça me paraît assez logique, ça peut s'expliquer. Alors les accords, ça se fait avec la médiation de la Norvège et la participation de représentants des Pays-Bas, de la Russie, du Mexique, de la Colombie, du Brésil. Et alors ce qui est bizarre dans ces accords, c'est que l'opposition, les analystes, les commentateurs imposent en gros l'idée que il faut des garanties électorales pour tous, mais que les garanties électorales pour tous ne concernent que l'opposition. C'est-à-dire que le gouvernement de Maduro n'en aurait pas. Par exemple, article 6 des accords de la Barbade, dans le cadre du programme la nécessité de lever les sanctions contre l'État vénézuélien, elles sont pas levées les sanctions. C'est-à-dire que dans un accord où on vous dit il faut lever les sanctions ne sont pas levées. Les sanctions sont destinées à quoi? À amener Maduro en position de faiblesse à l'élection. Évidemment, à partir du moment où la population dérouille à cause de la crise économique, elle se retourne contre le pouvoir, vous avez des pans entiers de la population qui abandonnent Maduro, et donc il va perdre l'élection, ou il doit perdre l'élection, ou il est censé perdre l'élection, ou il est prévu qu'il perde l'élection, ou on va lui faire perdre l'élection. Donc, l'article 6, déjà, de l'accord de Barbade, il n'est pas respecté. Bref, Maduro maintient l'élection, parce qu'il s'est engagé à organiser des élections, et donc la droite radicale va organiser des primaires. Au cours de ces primaires, il y a 13 candidats. Sur les 13 candidats, il y en a 3 qui sont inéligibles, dont une certaine María Corina Machado. María Corina Loca, pour ceux qui parlent espagnol. Alors María Corina Machado, elle appartient à une formation politique, Vente Venezuela, qui n'a pas participé aux négociations et qui n'est pas impliquée dans les accords de la Barbade. Elle a toujours été à la droite de l'extrême droite. C'est un peu la Zemmour par rapport à Marine Le Pen, voyez. Non, je veux pas insulter Zemmour, c'est pas le problème. Alors, je vous parle en 2 mots de María Corina Machado. Bon, d'abord, elle est née dans une grande famille de l'oligarchie, mais ça, c'est pas de sa faute. Si je suis sûr qu'il y en a dans la salle qui sont nés dans une grande famille de l'oligarchie, ils y peuvent rien. Par contre, en 2002, elle participe au coup d'État contre Chavez. Et elle signe le fameux décret qui dissout l'Assemblée nationale, qui dissout tous les corps constitués. Alors après, comme on lui rappelle ça, elle dit non, pas du tout, je croyais que c'était le registre pour entrer dans le palais présidentiel de Miraflores. Voilà, pareil, je vous jure, c'est authentique. Puis après, comme on lui dit que c'est stupide comme explication, elle dit oui, mais non, mais c'est parce que je connaissais la famille du patron des patrons qui a pris le pouvoir et je suis venu le saluer gentiment. 2002, María Corina Machado participe au coup d'État contre Chavez. En 2005, elle se réunit avec George Bush, fils.
Parce que vous savez qu'aux États-Unis, on est président de père en fils, comme en Corée du Nord. Donc elle se réunit avec George Bush pour lui demander son appui pour en terminer avec le gouvernement de Chavez. Et puis en 2014, elle est députée, et alors elle prend la parole devant l'Organisation des États américains au sein de la délégation du Panama. C'est-à-dire qu'elle demande à la délégation du Panama de lui prêter son siège pour parler devant l'Organisation des États américains et demander un durcissement des sanctions contre le Venezuela. C'est un peu, alors imaginez, pour situer ce qui se passe, imaginez que la Russie soit en guerre avec la France, guerre hybride, pas une vraie guerre, que la Russie impose des sanctions à la France et que Marine Le Pen demande à la Russie de lui prêter son siège à l'ONU pour dénoncer la France. C'est ça María Corina Machado. Et c'est pour ça qu'une première fois, elle est déclarée inéligible. D'une certaine manière assez normale. Et puis alors après, il va y avoir, à partir de 2023, et l'aventure de Guaido, elle va participer à la campagne donc de pression maximum contre le Venezuela. Elle appelle ouvertement et publiquement à une intervention militaire contre son pays. Elle invoque la responsabilité de protéger, elle invoque, enfin bref, je veux dire, elle fait un truc qui, si elle était en France, pour vous situer le problème, en France, article 411.4 du Code pénal, le fait d'entretenir des intelligences avec une puissance étrangère, avec une entreprise, organisation étrangère, ou sous contrôle étranger, ou avec leurs agents, en but de susciter des hostilités, des actes d'agression contre la France, est puni de 30 ans de détention criminelle. Si María Corina Machado était française, elle serait en tôle. Si María Corina Machado était états-unienne, américaine, elle serait peut-être même dans le couloir de la mort. María Corina Machado est inéligible. Elle participe à la primaire de la droite. Et elle la gagne avec 92-35% des voix. C'est-à-dire un score, excusez-moi s'il y a des Nord-Coréens dans la salle, mais un score à la nord-coréenne. Là encore, je résume, ces primaires, elles sont organisées en dehors de tout contrôle de qui que ce soit. Ces primaires, elles donnent lieu à des contestations des autres candidats à la primaire, qui contestent les jures, etc., etc., etc. S'il n'empêche pas le quotidien Le Monde de parler d'une victoire de María Corina Machado qui a tourné au raz-de-marée. Donc déjà, on vous prépare, hein, vous là, pour ceux qui lisent. Est-ce qu'il y en a encore qui lisent Le Monde? Ah, vous êtes assez intéressant, vous. Libération, c'est fini. Bon, bah d'accord. Je parle à des gens qui savent alors de quoi on parle. Non, le quotidien Le Monde, donc titre la victoire de María Corina Machado a tourné au raz-de-marée. Elle gagne effectivement les primaires avec 93% des voix, mais avec une participation de 11,8% du corps électoral. Donc elle a 90% de 11% du corps électoral, c'est-à-dire qu'elle a obtenu 10% du corps électoral. C'est pas un raz-de-marée. C'est-à-dire qu'on vous a expliqué que, en gros, que María Corina Machado, elle allait gagner l'élection parce qu'elle était portée en triomphe par l'opposition. C'est pas vrai. Elle a 10% du corps électoral dans les primaires. Alors, évidemment, elle gagne les primaires, mais elle est inéligible. Donc, elle annonce, j'irai jusqu'au bout, et l'ensemble des médias, là encore, et la communauté internationale euro-atlantique, pour aller vite, et puis leurs comparses latino-américains disent Maduro viole l'accord de la Barbade, empêche l'opposition d'avoir sa candidate, etc., etc. Article 3.10 des accords de la Barbade. Excusez-moi, j'y reviens, parce que c'est la base. L'accord permet l'autorisation de tous les candidats et de tous les partis politiques à condition qu'ils remplissent les conditions requises pour participer à l'élection présidentielle, conformément aux procédures établies par la loi vénézuélienne. C'est-à-dire que dans l'accord de la Barbade, il n'a jamais été prévu que par définition, les gens inéligibles allaient devenir éligibles. Il y a eu un réexamen par la justice du cas de María Corina Machado, et ils ont confirmé qu'elle était inéligible. Alors après, je vais vous passer quelques épisodes, éventuellement, on reviendra dans les questions. María Corina Machado, elle insiste. Elle va se présenter, Et l'opposition commence à paniquer. Parce que Maduro, manifestement, ne va pas céder, et donc ils vont se retrouver sans candidat. Et donc, d'un seul coup, ils vont mettre en réserve un monsieur que personne ne connaît, ancien ambassadeur, Edmundo González. De sorte qu'on a un candidat en réserve si jamais María Corina Machado nous plante. Mais avant celui-là, il y en a eu une autre qui était Corina Lloris, qui est aussi une vieille dame, que personne ne connaissait non plus. Professeur de philosophie, ce qui est pas mal. Et pourquoi Corina Lloris? Parce qu'elle s'appelle Corina. Donc c'est comme María Corina Machado. Truc absurde. Éventuellement, je vous expliquerai pourquoi elle a été refusée par le Conseil national électoral plus tard. Bref, c'est Edmundo González qui va se présenter, donc qui est un candidat par procuration. On va assister à une campagne électorale assez surréaliste, je suis sûr, qui se retrouve candidat à la présidence à l'insu de son plein gré. C'est-à-dire qu'au départ, il a dit OK, d'accord, pour rendre service, vous mettez mon nom, et il se retrouve candidat. Et donc, la première fois qu'on l'interviewe à la télé,
il interrompt l'interview au bout d'un quart d'heure en disant excusez-moi, j'ai rendez-vous chez mon médecin. Et puis ensuite, on continue à l'interviewer et on lui dit mais alors, Edmundo González, quel est votre programme économique? Ah ben non, ça c'est Maria Corina Machado qui s'en occupe. Et alors comment allez-vous Non, Maria Corina Machado a tout prévu. Et donc on a une campagne présidentielle hallucinante où c'est Maria Corina Machado qui parcourt le pays avec une affiche à la main, avec la photo d'Edmundo González. Pendant ce temps-là, et alors évidemment, je vous l'ai dit, Vente Venezuela, le mouvement de Maria Corina Machado, il n'a jamais participé à aucune élection. Donc il n'a pas d'implantation locale. Et Maria Corina Machado écarte tous les autres dirigeants de l'opposition pour conserver la vedette. De sorte que la campagne de Maria Corina Machado, c'est pas une campagne triomphale en réalité. C'est une campagne où, y compris, elle se fait des ennemis avec les gouverneurs d'opposition qu'elle n'invite pas à la tribune quand elle fait son numéro. Le chavisme a encore des forces. Extrêmement. Alors c'est plus effectivement la force qu'avait Chavez à l'époque. Il y a eu la crise économique, il y a eu le délitement, mais il y a encore le grand pôle patriotique et avec en particulier une démocratie participative extrêmement. Mais ça on en parlera après parce que sinon je vais être trop long. Je reviens juste avant de parler de l'élection aux accords de la Barbade. Pendant toute la campagne électorale, le discours de l'opposition, c'est on va gagner, on va au triomphe, Maduro est mort, Maduro est enterré, Maduro c'est fini, le chavisme est... Et puis d'un seul coup, précisément parce que le chavisme il existe toujours, on voit le discours changer. C'est plus on va gagner, c'est va y avoir des fraudes. Ça veut dire que l'opposition radicale commence à s'inquiéter. Quelques semaines avant l'élection, l'opposition radicale de Edmundo González annonce qu'il ne reconnaîtra pas le résultat de l'élection, qu'il ne reconnaîtra pas les résultats du Conseil national électoral et qu'il ne reconnaîtra que ses propres résultats. Et là, pour le coup, je reviens à l'accord de la Barbade, article 3.5, par Papin, sans ingérence extérieure, dans le respect des citoyens, de l'autorité électorale, des acteurs politiques, de la Constitution et des lois du pays. C'est-à-dire qu'au moment où l'opposition annonce qu'elle ne reconnaîtra pas les résultats, elle viole l'accord de la Barbade, et là, les observateurs, et je pense en particulier à des pays comme la Colombie et le Brésil, ont dû intervenir tout de suite en disant c'est pas possible, vous avez signé un accord de la Barbade, vous devez reconnaître les autorités électorales du pays. Il y a en plus, je ne vous passe des détails, mais il y a un certain nombre de militaires et de mercenaires qui sont arrêtés. Et le jour de l'élection, vous avez effectivement le Conseil national électoral qui dénonce une cyberattaque. Et vous avez l'opposition qui, sur son propre comptage, vous annonce on a 30% des procès-verbaux, on a 40% des procès-verbaux, on a 80% des procès-verbaux, et on a gagné. Et le CNE, donc le Conseil national électoral, est dans la panade. Cyberattaque. Qu'est-ce que c'est qu'une cyberattaque? Alors je vais vous donner la définition qui a été édictée dans une directive qui s'appelle PPD 20 par Barack Obama, 12 octobre 2012. Définition d'une cyberattaque. La manipulation, la perturbation, le déni, la dégradation ou la destruction d'ordinateurs, de systèmes informatiques ou de communication, de réseaux, d'infrastructures physiques ou virtuelles contrôlés par des ordinateurs ou des systèmes d'information ou l'information qui s'y trouve. C'est-à-dire que ça existe, les cyberattaques. Il y a un décret d'Obama qui définit ce que c'est qu'une cyberattaque. Alors on vous dit, les observateurs, là encore je reprends Radio France Internationale que j'ai relu, je suis retombé dessus il y a quelques jours, une cyberattaque jugée complètement improbable par tous les observateurs. Eh ben c'est pas vrai. Parce que la cyberattaque, elle a été revendiquée. Elle a été revendiquée dans une interview, et là pour le coup, je sais qu'on est en empathie ici. Mais si vous voulez le lien de l'interview de celui qui a organisé la cyberattaque, je vous le donne, vous me laissez votre coordonnée électronique, vous allez tomber sur une interview d'un hacker qui s'appelle Astra. Moi je suis pas un spécialiste de ce domaine, mais qui est très connu dans le monde des hackers. Il a en particulier pénétré le système de Dassault, notre avionneur, le Dassault Systèmes, à qui il a piqué des secrets défense, qu'il a revendu je sais pas trop où. Donc il est connu, c'est un des 10 hackers les plus performants du milieu. Et donc il a revendiqué l'attaque contre le Conseil national électoral vénézuélien à la tête du groupe Cyber Hunters avec ses amis d'Anonymous. Et effectivement, Anonymous, enfin des membres d'Anonymous ont également revendiqué l'attaque contre le système électoral du Venezuela. Alors à la limite, on peut penser aussi que c'est des rodomontades. Quelqu'un qui veut se faire mousser dit ouais c'est moi, Sauf que il y a une compagnie, une firme états-unienne qui s'appelle Netcout Systems, qui est une entreprise leader en matière de cybersécurité et qui a publié un rapport, un article qui s'appelle « Les élections vénézuéliennes depuis le cyberespace » qui confirme qu'une attaque massive a saturé les réseaux et les serveurs du CNE jusqu'à les bloquer.
Alors pour les spécialistes, c'est une attaque de 760 gigaoctets. Moi, je sais pas à quoi ça correspond. Peu importe. Je veux dire, l'attaque contre le CNE, elle a été revendiquée et confirmée. Et donc là, pour le coup, nos médias nous mentent. Vraiment. Mon boulot de journaliste, c'est pas de dénoncer les journalistes. Mais là, franchement, il y a un véritable scandale en matière d'information. Tout le monde sait, s'il fait le boulot un peu sérieusement, qu'il y a eu sabotage du Conseil national électoral vénézuélien. Alors, dans les premiers procès-verbaux qui ont été publiés par l'opposition radicale, moi j'en ai quelques-uns, il y a des incohérences sur les numéros de carte d'identité, il manque des signatures des témoins, des scrutateurs, il manque des signatures de l'opérateur, enfin bref, j'en passe et des meilleurs. C'est absolument pas crédible, les procès-verbaux montrés par l'opposition. Le Centre Carter, qui a participé en tant qu'observateur, alors qu'il n'est plus dirigé par l'ancien président Jimmy Carter, qui est décédé il y a peu de temps, mais qui est dirigé par une femme dont j'ai oublié le nom, mais qui est une ancienne membre de l'USAID, qui est un organisme officiel des États-Unis, a déclaré, après avoir examiné les procès-verbaux, et a déclaré que Edmundo González avait gagné. Sauf que le Centre Carter a menti, précisément sur la cyberattaque. Le Centre Carter dit il n'y a pas eu de cyberattaque. Donc je suis désolé de vous dire que le Centre Carter, pour moi, n'est pas crédible. Et il y avait d'autres observateurs, en particulier le comité des experts électoraux latino-américains, le CELA-A, qui eux ont confirmé la victoire de Maduro. Ce conseil, il est composé d'anciens magistrats dans les conseils électoraux de leur pays. Et en particulier le chef, pas le chef, on dit pas le chef, mais celui qui dirige, est un ancien membre des conseils électoraux en Colombie, où ont été élus Alvaro Uribe, Iván Duque, etc. Et eux confirment la victoire de Maduro. La répression. Alors, oui, il y a eu de la répression. Alors, s'il y en a certains d'entre vous qui sont de gauche, on n'est pas à l'aise avec ça. On n'est pas à l'aise avec la répression. Qu'est-ce qui se passe le 29 juillet, donc le lendemain de l'élection de Nicolás Maduro? Alors là, pour le coup, ce que je vous raconte, c'est ce que j'ai vu, puisque je suis allé dans les manifestations de l'opposition, où j'ai retrouvé les mêmes mécanismes que ce que j'avais vu en 2017 au moment des Guarimbas. Vous avez l'opposition, c'est-à-dire la classe moyenne de manière générale, plus certains secteurs de certains quartiers populaires, qui manifestent. Ils sont furieux, ils sont pas contents, ils sont persuadés que Edmundo González a gagné. Pourquoi est-ce qu'ils sont persuadés? Parce que pendant des mois, vous avez eu des sondages qui leur ont annoncé González va gagner, González va gagner, González va gagner, González va gagner, González va gagner. Et le monde nous a annoncé González va gagner, Maduro est en difficulté, María Corina Machado, c'est la reine du Venezuela, c'est la nouvelle Miss Venezuela. Et donc, les opposants vénézuéliens, il y a des gens de bonne foi chez eux. Ils sont furieux. Et ils manifestent. Et je les vois manifester. Et ils manifestent pacifiquement. Mais, au bout d'une heure et demie, vous avez des groupes de choc qui arrivent. Et les groupes de choc, c'est alors, vous qui êtes politisés, c'est le lumpenprolétariat. C'est des gamins qu'on a été récupérés dans les quartiers populaires, à qui on a donné $40, $50 pour aller casser. Et alors eux, ils cassent pas des abribus de co, hein. Ils cassent pas les devantures des banques. Ils cassent les écoles, les centres de santé, tout ce qui représente l'aspect social de l'État. Et donc pendant 2 jours, ils ont cassé. Ils ont cassé. Et là, il y a eu effectivement répression. C'est-à-dire qu'en gros, et il y a eu alors un phénomène, moi j'avais jamais vu dans mon existence. L'opposition, les organisations dites de défense des droits de l'homme dénoncent le gouvernement de Maduro, autoritaire de Maduro, a arrêté 1200 personnes. Et le gouvernement dit non, c'est pas vrai. On en a arrêté 2000. C'est la première fois que je vois ça, hein. De manière générale, c'est plutôt l'inverse. Qu'est-ce que c'est le phénomène? Alors, c'est pas agréable, hein. Moi j'ai aucun plaisir à voir des gens en prison. Simplement, il y a le souvenir de 2014-2017. 45 morts, 125 morts. Donc le gouvernement, il bloque tout de suite. Et ce qui bloque tout de suite, c'est des groupes de choc. C'est pas l'opposition, c'est pas les gens d'opposition qui manifestent. Donc là, tout le monde tombe sur le dos du Venezuela en disant la répression au Venezuela. Je rappelle là encore que, alors jusqu'à il y a quelques jours, aux États-Unis, la justice fédérale poursuivait Trump
pour tentative illicite d'inverser les résultats de l'élection, atteinte au droit de vote des électeurs, complot contre les institutions américaines, fausses déclarations et faux documents, usurpation de fonctions publiques, faux usage de faux. C'est une république bananière, les États-Unis, hein. Parce que normalement, dans une démocratie moderne, vous pouvez pas vous faire élire avec un palmarès comme ça. Mais jusqu'à il y a quelques jours, il y avait plus de 1400 personnes qui avaient été inculpées de crimes fédéraux. Plus de 600 avaient été condamnés à des peines d'emprisonnement allant de quelques jours à 22 ans de prison. Ils viennent d'être amnistés hier par Donald Trump. Donc en fait, la répression, c'est pas une spécificité du Venezuela. Si vous prenez le Brésil de Bolsonaro, alors Bolsonaro, lui, il a été condamné à 8 ans d'inéligibilité, dites donc. Et là, personne ne dit rien. Maria Corina Machado, c'est un scandale, et Bolsonaro, personne ne dit rien parce que c'est évident, c'est normal. Donc Bolsonaro, il a été condamné, mais vous avez poursuite pénale contre 232 personnes, avec 2 premières condamnations à des peines allant jusqu'à 17 ans de prison. Au Brésil. Grande-Bretagne, émeute d'extrême droite en août 2024 contre les immigrants musulmans. Plus d'1 millier d'arrestations et des centaines de personnes passées devant un juge, dont une majorité a été condamnée à des peines de prison. Et là, personne ne proteste. Donc, en fait, la répression, c'est pas agréable. Alors, il y a plus d'1 millier de gens qui ont été arrêtés, qui ont été libérés depuis, hein. Mais le gouvernement vénézuélien a bloqué net la vague de violence qui s'annonçait parce que l'objectif, c'était de déstabiliser le pays. Donc, on a assisté à la prise de possession de Nicolás Maduro avec, mais ça, ils pourront vous le raconter aussi bien que moi, un dernier coup tordu de Maria Corina Machado. Les chavistes manifestent, belle manifestation joyeuse, André vous en a parlé. L'opposition manifeste, Maria Corina Machado appelle à une manifestation massive, manque de peau, et là, objectivement, il n'y a pas grand monde. Et donc, elle monte un coup, et donc vous découvrez dans vos journaux que Maria Corina Machado a été arrêtée par le régime autoritaire du Venezuela. Puis un peu après, vous apprenez que Maria Corina Machado a été libérée par le régime autoritaire du Venezuela. Tout ça, c'est bidon et c'est faux. Vous apprenez dans les médias qu'il y a eu une fusillade avec des coups de feu et que le motard qui emmenait Maria Corina Machado a été blessé et a disparu. Là, on le raconte, on se marre. Mais dans l'opinion publique, vous lisez le motard de Maria Corina Machado a été blessé et a disparu. C'est la dictature, hein. C'est l'Argentine. Alors le gouvernement vénézuélien évidemment enquête et retrouve le motard de Maria Corina Machado planqué dans un hôtel en parfaite santé. Et ça vous l'avez pas lu. Alors ça peut paraître folklorique, mais à l'heure où nous parlons, je veux dire, la situation est quand même très sérieuse. La situation est sérieuse parce que bon, Trump a été réélu, mais veux dire Biden c'était pas beaucoup mieux. Qu'il a un ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Marco Rubio, parlait d'une cyberattaque sur l'électricité au Venezuela. Bon, je vais faire ça de mémoire. Sur l'électricité au Venezuela, donc c'était en 2019. D'un seul coup, je veux dire, la principale centrale du Venezuela, qui approvisionne le Venezuela en électricité pour 80% du pays, s'arrête. Hein, le barrage de Gouri s'arrête, s'effondre, il n'y a plus rien. Bon. Et un quart d'heure avant cette catastrophe, Marco Rubio, aux États-Unis, annonce que le Venezuela va connaître l'épreuve la plus dure de sa vie. A priori, on n'est pas forcé de faire la corrélation, mais déjà, il y avait quelque chose. Et puis alors que les techniciens vénézuéliens sont en train d'essayer de trouver ce qui se passe dans cette centrale, Marco Rubio, depuis les États-Unis, annonce que les générateurs de secours ne fonctionnent plus, alors que les techniciens vénézuéliens ne le savent pas encore. C'est-à-dire que là encore, cyberattaque à l'époque. Et c'est cet individu qui aujourd'hui est le ministre des Affaires étrangères des États-Unis. C'est-à-dire que ça va être chaud quand même. Ça va être chaud. Il y a polémique. Enfin, on ne sait pas trop ce que va faire Trump. Mais Marco Rubio, c'est l'ennemi juré du Venezuela, du Cuba, du Nicaragua. On pourrait parler du Honduras, parce que je vois que monsieur l'ambassadeur est là. La présidente Xiomara Castro a par exemple expliqué là très récemment que si Trump renvoyait tous les migrants honduriens dans leur pays, elle fermerait la base militaire de Palmerola, qui est la plus importante base militaire états-unienne en Amérique centrale. C'est-à-dire qu'un petit pays comme le Honduras est lui aussi aux prises avec les États-Unis. Donc on sait pas trop ce qui peut se passer. Mais il y a quand même de fortes inquiétudes. Parce que je suis passé très rapidement, il y a eu en mai 2020 ce qu'on a appelé l'opération Gédéon. L'opération Gédéon, ça a été une opération qui a été montée par l'opposition de Juan Guaido,
qui a donné lieu à un contrat dont vous n'avez jamais entendu parler, mais qui a été rendu public, y compris par les médias aux États-Unis, par CNN, par le Washington Post, etc. Un contrat qui a été signé entre Guaido et un ancien militaire américain qui s'appelle Jordan Woodrow, un contrat de 212 millions de dollars pour capturer, arrêter ou éliminer Maduro. Un contrat mafieux. C'est peut-être mis à prix. Bon. L'opération Gédéon, elle a échoué en 2020. Mais vous avez actuellement aux États-Unis un individu qui s'appelle Eric Prince, qui est, pour ceux d'entre vous qui sont intéressés au conflit au Proche-Orient il n'y a pas si longtemps, qui était le patron de Blackwater. Blackwater, compagnie militaire privée qui a opéré en Afghanistan, qui a opéré en Irak, sous George Bush, qui a passé des contrats pour $1 milliard avec George Bush, et qui a eu des gros problèmes en 2007 à la suite d'un massacre qu'elle a fait à Bagdad, où elle a assassiné 17 civils irakiens. Et donc Eric Prince a revendu Blackwater, qui a pris un autre nom. Bon, bref, il se trouve que il y a pas très longtemps, avant la prise de fonction de Maduro, Eric Prince a annoncé depuis les États-Unis que si on montait la récompense de 15 millions de dollars pour la tête de Maduro à 100 millions de dollars, il pourrait s'en occuper. Il se trouve que là, la récompense a déjà été montée à 25 millions de dollars. C'est-à-dire qu'en réalité, je veux dire, il y a un danger réel que des groupes, en particulier liés aux paramilitaires colombiens, que des groupes avec des mercenaires américains, mercenaires israéliens, tout ce que vous voulez, tentent des opérations pourries contre le Venezuela pour en terminer avec Maduro. Et donc, je veux dire, il faut suivre avec beaucoup d'intention ce qui va se passer. Alors, je précise que le Venezuela, il se défend. C'est-à-dire que, par exemple, je sais pas si vous avez vu, mais lors de la prise de fonction, de l'investiture de Nicolas Maduro, il y avait effectivement un service d'ordre très important dans les rues. Alors, évidemment, c'est le paradoxe. Si vous avez des photos au moment de l'élection de l'investiture de Maduro, dans vos médias, vous voyez des photos avec des soldats armés, c'est la dictature. Non, c'est un pays qui se défend. Bon, voilà, j'arrête là pour l'instant. Bueno, buenas noches a todas y a todos. Desde la patria de Bolívar y Chávez, le damos un caluroso saludo a todos en nombre de nuestro pueblo y del presidente Nicolás Maduro. Agradecemos esta invitación y bueno, disfrutando una vez más la exposición del compañero Maurice, donde hace un relato extraordinario. Y también escuchar la experiencia que tuvieron los compañeros en la juramentación de nuestro presidente Nicolás Maduro. Hoy, 23 de enero, en el año 1958, nuestro país libró una batalla para derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. En ese momento teníamos mucha esperanza de que íbamos a conquistar un nuevo desarrollo en nuestro país. Sin embargo, una vez más, la voluntad del pueblo fue traicionada, instalándose lo que nosotros llamamos la democracia de cogollos, destruyendo por completo todo nuestro país, tanto económico, político y social. 67 años después, la revolución bolivariana continúa empeñada en la construcción de una alternativa política, económica y social, rescatando el espíritu originario del 23 de enero del año 1958. Nuestro líder, presidente Nicolás Maduro, ha insistido en la necesidad de profundizar la democracia directa en este periodo presidencial 2025-2031. Estamos listos para consolidar un modelo económico basado en la producción colectiva para garantizar, satisfacer las necesidades de nuestro pueblo y convertirnos en una economía que logre exportar lo que produzca. Hace pocos días el CNE anunció
que este año 2025 participaremos en 10 procesos electorales. Eso da un poco la imagen de lo que es nuestra democracia participativa y protagónica. Estos procesos van a ser efectuados porque hemos logrado establecer diálogos directos con representantes políticos que respetan el juego democrático. El próximo 2 de febrero también celebraremos el 26 aniversario de la llegada del comandante Chávez a la presidencia. Eso nos invita a seguir consolidando el hermoso proyecto del pueblo bolivariano. Hoy más que nunca levantamos las banderas de la solidaridad, la esperanza, la hermandad. Agradecemos la solidaridad de los pueblos hermanos. Y hoy decimos no al genocidio en Palestina, no a la injerencia extranjera en nuestro país y no al fascismo. Sí a la paz, sí a la autodeterminación de los pueblos y a la soberanía. Venezuela vencerá. Bonsoir à tous. Je suis Komla Missioun. Je suis membre de la coordination de la dynamique unitaire panafricaine. Donc là, ce soir, je suis là en représentation pour montrer la solidarité des humanistes panafricains à l'égard du peuple vénézuélien. Première question. Pourquoi la Russie, la Chine, n'achètent pas le pétrole du Venezuela? Pourquoi ils n'aident pas le Venezuela à procéder à la maintenance de ses infrastructures? Je pense que la solidarité entre les peuples l'exige. Ça aurait été une très très bonne chose. Mais avant cela, je pense que vous serez tous d'accord avec moi que la présentation de Monsieur Lemoine a été une présentation extraordinaire, très intéressante. Il est journaliste. Et donc, ma question s'adresse directement à lui. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas publié un dossier qui dit grosso modo tout ce qu'il vient de nous apporter ce soir comme information? Je pense que tous les humanistes, tous les révolutionnaires et tous les souverainistes apprécieraient bien, et un tel dossier aura beaucoup plus d'audience que le nombre que nous sommes ici ce soir. J'oubliais tout à l'heure de vous dire que je suis informaticien, je suis très sensible aux questions de sécurité. J'ai été un peu heurté quand pour définir la cyberattaque, il se réfère à Barack Obama. Barack Obama n'est pas un technicien, il ne peut que dire ce que ses conseillers lui ont demandé donc de dire. Je pense que tout le monde sait qu'à l'heure d'Internet et de l'informatique évoluée, même un gamin aujourd'hui avec les outils qu'on trouve sur Internet peut lancer une cyberattaque et faire beaucoup de dégâts. Les programmes informatiques sont des œuvres humaines et comme toute œuvre humaine, comportent des imperfections et c'est de cela que les pirates profitent de façon générale. Mais cela dit, beaucoup de choses ont été dites ce soir, que chacun de nous, individuellement, savait déjà. Première chose, les États-Unis d'Amérique sont très loin de constituer la plus grande démocratie du monde. C'est l'un des pays les plus protectionnistes. C'est l'un des pays, excusez-moi l'expression, les plus sauvages du monde. Je ne vous fais pas de photos. Je vous rappellerai tout simplement quelques exemples. Le Vietnam, l'Irak, la Libye, pour ne pas être très long. Et aujourd'hui, l'un des combats que nous menons, c'est d'avoir un monde multipolaire. Tous nos peuples en ont marre que les États-Unis jouent les gendarmes du monde et imposent leurs lois.
la loi donc du gangstérisme international. Nous devons continuer le combat pour que cela prenne définitivement fin. En tant que citoyen français d'origine étrangère, je suis très souvent meurtri de constater que et la France et les pays européens sont devenus des paillassons pour les États-Unis d'Amérique. C'est vraiment triste. Je vais finir tout simplement en formulant un vœu que de tels dossiers, une telle quantité d'informations, qu'on la diffuse le plus largement possible pour que les citoyens puissent l'appréhender, l'utiliser à toutes les occasions pour prendre conscience que nous sommes dans un monde de jungle, mais que les humanistes doivent se battre pour que le monde devienne un peu plus vivable, pour que le monde cesse d'être un jungle et que l'être humain soit un animal contre l'être humain. J'ai l'habitude de dire souvent à mes amis, l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Et les humanistes doivent se battre et parier systématiquement sur le meilleur de l'être humain. Je vous remercie. Non, juste pour ceux d'entre vous qui souhaitent pouvoir suivre l'information sur ce qui se passe au Venezuela ou en Amérique latine, en fait, j'écris sur un site qui s'appelle Mémoire des luttes. Mémoire des luttes, où régulièrement nous publions un certain nombre d'articles. Et deux, sur l'époque Guaido, vous avez là un roman, mais un roman très proche de la réalité, qui s'appelle Juanito Lavermine, roi du Venezuela. Et précédemment, sur la déstabilisation du Venezuela, j'ai publié Au temps des cerises, Venezuela, chronique d'une déstabilisation. Donc voilà. Et sur la Russie, pourquoi est-ce que la Russie n'achète pas de pétrole au Venezuela? Parce que, oui, mais la Russie, parce que d'abord, elle est productrice de pétrole. Et la Chine, alors, après, c'est plus compliqué parce que le pétrole vénézuélien qui est vendu, il est vendu par des circuits parallèles. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de pays qui officiellement n'achètent pas de pétrole vénézuélien et qui, en sous-main, achètent ce pétrole avec le même phénomène que celui que nos médias dénoncent en ce moment, des flottes fantômes russes. Il y a une flotte fantôme qui transporte du pétrole vénézuélien avec évidemment des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que c'est lorsque vous utilisez ce type de procédure, vous vendez votre pétrole à un prix inférieur au prix du marché. Ça vous oblige à mettre en œuvre des circuits parallèles avec des gens parfois assez douteux, ce qui favorise la corruption. Il y a de la corruption au Venezuela, c'est un des points noirs de la République bolivarienne. Mais le Venezuela vend son pétrole, ce qui a amélioré la situation. Parce qu'on l'a pas dit, mais peut-être qu'on va pouvoir maintenant rentrer dans le débat. La situation économique du Venezuela s'améliore en ce moment depuis 3 ans. Alors en partie parce qu'effectivement la multinationale Chevron, mais aussi Repsol, l'espagnol, et puis une petite compagnie française qui s'appelle Morel et je sais pas quoi, peuvent exploiter le pétrole vénézuélien. Les États-Unis actuellement reçoivent 200 000 barils de pétrole vénézuélien par jour. Ça a changé la situation. La situation économique s'améliore et surtout, ce qui est très important, Martha en a parlé, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, le Venezuela était complètement dépendant du pétrole. C'est-à-dire que c'était une économie qui était complètement centrée sur cette activité. Et par exemple, on avait tous noté à l'époque que le Venezuela importait 80% de son alimentation. Le blocus a mis le Venezuela dans une situation catastrophique, de sorte qu'il est en train de modifier son économie. Il est en train de ce que Chavez, mais avant lui un poète, Uslar Pietri, avait dit, il faut semer le pétrole. Et donc, à travers la démocratie participative, le Venezuela est en train maintenant de produire sa propre alimentation. Le gouvernement vénézuélien avance le chiffre de 90% d'autosuffisance alimentaire. Je vous garantis pas le chiffre, mais effectivement, il y a une transformation de l'économie vénézuélienne en ce moment, et l'objectif, c'est de ne plus dépendre uniquement du pétrole. Ça ne veut pas dire que le Venezuela va abandonner le pétrole, il y a encore besoin de pétrole pendant un certain temps, mais l'économie est en train de se diversifier. Raison pour laquelle, entre parenthèses, le gouvernement de Nicolás Maduro a passé des accords avec une partie de la bourgeoisie vénézuélienne qui était également affectée par les sanctions. Lorsque vous lisez Nicolás Maduro est devenu ultralibéral, est devenu néolibéral, il parle avec le patronat. Oui, il parle avec le patronat vénézuélien qui a été affecté par les sanctions, qui lui aussi a besoin de se développer. Et donc, ils sont en train de relancer l'économie vénézuélienne, l'industrie vénézuélienne, et la situation s'améliore jusque maintenant. On a l'arrivée de Trump
On va voir ce qui va se passer. Gracias. Alors, le groupe de Lima, c'est un groupe de pays latino-américains qui ont servi pendant l'administration de Trump, dans la première période de l'aventure Guaido, à masquer le fait que les États-Unis étaient à la tête du phénomène. C'est-à-dire que les États-Unis, pour ne pas être en première ligne, ont demandé aux pays latino-américains de droite de former une coalition pour affaiblir Maduro, pour essayer de renverser Maduro. Alors vous aviez tous les pays de la droite latino-américaine, l'Argentine de Mauricio Macri, l'Équateur de Lénine Moreno, le Pérou, où il y a eu 4 présidents en 3 mois, donc je me souviens même plus leur nom, qui ont participé à l'isolement du Venezuela, à la destruction de l'Union des Nations Sud-Américaines, de la communauté des États latino-américains et Caraïbes, et qui est mort de sa belle mort, le groupe de Lima, quand Lula a été réélu au Brésil, remplaçant Bolsonaro, quand Gustavo Petro a été élu en Colombie, remplaçant Ivan Duque, et donc le groupe de Lima est tombé en ruine, et puis après avec la disparition de Juan Guaido. On voit en ce moment une espèce de renaissance, alors ça s'appelle plus le groupe de Lima, mais d'un certain nombre de pays d'Amérique latine qui sont alignés sur les États-Unis et qui sont en train à nouveau de s'en prendre au Venezuela. Avec l'Équateur de Daniel Noboa, qui est le fils de l'homme le plus riche du pays. Noboa avec Milei en Argentine, etc., et y compris avec des gouvernements pour lesquels on avait une grande sympathie jusque-là, qui est le gouvernement de Lula au Brésil et de Gustavo Petro en Colombie, qui sont tombés dans un piège qui a été tendu par Biden. Lorsque a éclaté la crise de l'élection de Nicolás Maduro, là encore, les États-Unis n'ont pas voulu être en tête de liste. Et il y a eu un appel de Biden à Lula et à Gustavo Petro, leur disant, écoutez, il y a un problème au Venezuela, ça serait bien que vous le régliez, vous, dans un cadre régional. Et Petro et Lula sont tombés dans le piège. Et donc, ils se sont immiscés dans la vie politique vénézuélienne. Ils ont y compris fait des propositions absurdes de recommencer l'élection ou d'avoir un gouvernement de coalition avec Edmundo González. C'est absurde. C'est comme si on avait demandé à Lula de faire un gouvernement de coalition avec Bolsonaro. C'est comme si on demandait à Gustavo Petro de faire un gouvernement de coalition avec Ivan Duque ou Álvaro Uribe. Bon. Mais il y a en ce moment donc la naissance d'un nouveau groupe de droite pour accompagner la politique des États-Unis contre le Venezuela. Après, ce qui a changé quand même depuis quelques années, c'est précisément la naissance d'un certain nombre de pays qui contestent l'hégémonie des États-Unis et qui sont en train d'imaginer une politique multipolaire. Alors il y a le groupe des BRICS, évidemment, mais la Russie, la Chine, l'Iran, etc. ont des sympathies pour le Venezuela. Je vais vous donner un exemple concret. Je vous ai dit tout à l'heure que le blocus avait détruit l'industrie pétrolière vénézuélienne parce que toute la technologie dépendait des États-Unis. Qui a aidé le Venezuela à remettre en activité et à remonter la production de pétrole? C'est l'Iran. Pourquoi l'Iran? Parce que l'Iran a été confronté au même problème avant le Venezuela. L'Iran a été victime de sanctions des États-Unis. Toute sa technologie pétrolière dépendait des États-Unis, et donc l'Iran a appris à seul réparer, entretenir, maintenir et c'est eux qui sont en train d'aider le Venezuela à remettre en état l'industrie pétrolière. Vous avez la Turquie. Alors, tout ça, c'est des régimes qui sont pas forcément sympathiques. D'où la difficulté aussi, d'appréhension. Mais vous avez la Turquie. Le Venezuela produit de l'or. Jusqu'à, il n'y a pas très longtemps, ils ont la capacité technique de raffiner à 95% l'or, mais ils faisaient raffiner définitivement leur or en Suisse. Il se trouve que la Suisse n'a pas trouvé plus intelligent que de suivre les sanctions de l'Union européenne. Sanctionner le Venezuela. Le Venezuela a donc cessé de faire raffiner son or en Suisse et le fait maintenant raffiner en Turquie. C'est-à-dire qu'il y a une coalition d'un certain nombre de pays qui idéologiquement ne sont pas du tout sur la même ligne.
qui sont sur un thème de non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, mais qui sont en train de contester l'hégémonie américaine. Et donc, effectivement, Marta le disait, le Venezuela n'est pas seul. Et indépendamment de ce que va faire Trump, ça ne veut pas dire que le Venezuela va s'effondrer. Le Venezuela a un certain nombre d'alliés. La Russie aide beaucoup le Venezuela sur le plan militaire. Non pas comme les États-Unis avec des bases militaires, mais le Venezuela est en capacité de se défendre actuellement face à une agression aux États-Unis. Sur le plan militaire, je complète, mais vous m'arrêtez, c'est pareil, là je suis parti. Sur le plan militaire, il y a aussi un phénomène. On peut se poser la question, mais comment ça se fait que Maduro a tenu? Dans les conditions du Venezuela, comment ça se fait qu'il a tenu? Parce qu'il y a une forte participation populaire. Elle est moins forte qu'à l'époque de Chavez. Pas raconter d'histoire, mais il y a un noyau dur. Et par exemple, vous avez au Venezuela, alors j'ai pas le chiffre exact, parce que il y a plusieurs chiffres, mais vous avez au moins 2 millions de miliciens. Alors, la milice, pour nous, c'est un truc sinistre. Ça nous ramène à la Seconde Guerre mondiale, la collaboration. Au Venezuela, ça n'a rien à voir. La milice, ça appartient à l'histoire vénézuélienne, à l'époque de Bolivar. Vous avez minimum 2 millions de Vénézuéliens comme vous, qui s'entraînent régulièrement avec l'armée vénézuélienne pour défendre la patrie. La démocratie participative, c'est pas un mythe. Chavez, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, a parlé de la démocratie participative et protagonique. Protagonique, c'est pas très beau. Alors, démocratie participative, vous savez ce que c'est. Macron a organisé un certain nombre de consultations, donc vous auriez pu participer. C'est la démocratie participative. Sauf qu'après, ça a été mis, on sait pas où, et que ça n'a servi à rien. Participative et protagonique comme au Venezuela, ça veut dire que vous êtes protagoniste. Je m'explique. Au moment où Chavez arrive au pouvoir, il lance ce principe. Et vous avez la floraison d'une multiplicité d'organisations populaires qui se créent. Alors les cercles bolivariens, pour étudier les problèmes dans les quartiers et faire remonter aux autorités, les comités des terres urbaines. Qu'est-ce que c'est que le comité des terres urbaines? Si vous avez vu des images de Caracas, c'est une ville moderne entourée de barrios, ce qu'on appelle des barrios, des quartiers populaires. C'est pas des bidonvilles, mais c'est des quartiers extrêmement précaires. Les gens qui habitent là avant d'arriver au pouvoir de Chavez, ils sont tous arrivés des campagnes où les grands propriétaires accaparent la terre et ils sont venus dans les villes attirés par les miettes de l'argent du pétrole. Bon. Ils se sont installés, comme on s'installe partout en Amérique latine, dans des conditions brinque-ballantes. Ils ont construit leur baraque en bois, puis ensuite avec des briques, etc., etc. Mais aucun n'est propriétaire. C'est-à-dire qu'ils sont tous sous la menace un jour de se faire virer. Et donc Chavez leur dit, organisez des comités des terres urbaines et on va vous donner un titre de propriété. Mais le titre de propriété, c'est pas cadeau. Il demande au comité des terres urbaines, avant, vous allez vous organiser pour faire le cadastre de votre quartier. Et donc, Chavez envoie des techniciens dans les quartiers qui apprennent aux habitants comment on fait le cadastre, et ce sont les habitants qui font le cadastre du quartier, et après seulement, ils ont des titres de propriété. C'est-à-dire que c'est pas du clientélisme gratuit, on vous donne, ça tombe du ciel. Il y a participation populaire. Vous allez avoir une multitude d'organisations comme ça. Et puis, de cette floraison un peu bouillonnante, qui part un peu dans tous les sens, il va y avoir une synthèse, et aux alentours de 2006, on va parler des conseils communaux. Conseils communaux, c'est comme les cercles bolivariens, mais avec une spécificité, c'est qu'ils peuvent demander des fonds au gouvernement pour des projets très précis dans leur quartier. Bon. Il y a aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, il y a 49 000 conseils communaux au Venezuela, et il y a 4500 ou 4900 communes. Bon. Donc les conseils communaux vont commencer dans le quartier, c'est des gens comme vous, imaginez, on a un conseil communal, on habite le 13e, enfin cette partie du 13e, et puis on se réunit parce que la rue elle est pourrie, il y a que de la boue et tout, et donc on demande des fonds et avec la participation d'habitants du quartier qui sont au chômage, et qui ont les compétences pour refaire l'école, pour refaire un centre de santé, etc., etc., etc. Et puis à un moment, Chavez, en 2012, qui est pas toujours très content de son gouvernement, qui trouve que ça participe pas assez, dit il faut un coup de gouvernail, le golpe de timon, qui est pour les Vénézuéliens, c'est un moment clé, c'est un peu avant la mort de Chavez, et il dit en gros, il a une réflexion disant voilà, il y a des conseils communaux, mais chacun travaille dans son coin. Or, par exemple, vous pouvez avoir 3 conseils communaux qui ont le même hôpital ou la même université. Il faut donc qu'ils s'unissent, et donc on crée des communes. Et ces communes
et Martha vous en a parlé, ces communes ont effectivement la possibilité de demander au gouvernement des fonds pour des projets très précis. C'est ce qui se passe avec des référendums qui sont organisés, il y en aura 4 cette année, dans lesquels les communes se réunissent, votent sur des projets précis qui sont ensuite financés par le gouvernement avec un contrôle financier sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, là pour le coup, la corruption, elle est extrêmement minime s'il y en a encore. Je rentre pas dans le détail, mais pour ceux d'entre vous que ça intéresse, j'ai publié un papier. Alors je me cite, excusez-moi, je suis désolé, mais j'ai écrit un papier sur Mémoire des luttes dans lequel j'explique le système de contrôle financier de ces projets qui sont gérés par les communes. Mais donc, on a en ce moment au Venezuela une expérience de démocratie participative qui a nulle part ailleurs, vraiment, avec des difficultés. Hein, c'est pas simple. Il y a 4500 communes, il y en a 2000 qui fonctionnent plus ou moins. Il y en a 2500 qui fonctionnent bien. Et avec une nouveauté, c'est que maintenant sont financés des projets pour des activités productives. C'est-à-dire que pendant la première étape, c'était on vous aide à entretenir l'école, construire une école, réparer une rue, et maintenant c'est on vous finance après que vous ayez délibéré entre vous pour savoir quel était le projet, pour des activités productives. Alors de sorte que vous avez des communes, je pense à la plus célèbre d'entre elles, El Maizal, qui a, je sais plus combien, alors j'ai pas les chiffres en tête, hein, puis j'ai pas mes fiches, mais c'est de l'ordre de 10 000, 20 000 hectares, 3 000 têtes de bétail, qui participent à la vie économique du pays. Et ça explique en partie le fait que l'économie vénézuélienne est en train de se transformer, en particulier dans le domaine de l'agriculture, et que le Venezuela ne dépend plus uniquement de son pétrole. Là, c'est en gros, si vous voulez. Donc, si vous ajoutez conseils communaux, communes, milices, etc., vous avez toute une population qui participe directement, hein, qui est protagoniste, et qui donc évidemment va défendre Maduro, va défendre la révolution parce qu'elle est directement impliquée. On n'est pas uniquement on élit tous les 4 ans, ou tous les 5 ans, ou tous les 6 ans, et puis après, vous savez plus ce qui se passe. Il y a quand même quelque chose d'intéressant là-dedans, c'est que au Venezuela, quand on sort de la logique de la démocratie bourgeoise et on s'engage dans une démocratie directe, participative, où le concept central c'est las comunas, les communes, forcément, c'est une expérience qui dérange la droite, l'extrême droite, la bourgeoisie fasciste et forcément les forces impérialistes. Et même la bourgeoisie non fasciste, parce que ils sont dans le parlementarisme classique. Donc c'est ça l'expérience la plus intéressante du Venezuela, c'est-à-dire qu'ils se sont engagés dans une démocratie participative où le noyau central c'est la commune, tout part de la commune, la participation des habitants, la participation des travailleurs dans les quartiers, dans les villages, dans les villes. Et c'est une expérience qui ouvre aussi d'autres perspectives, c'est-à-dire comment refuser la négociation à la baisse ou le chantage. Bon, le Venezuela subit le chantage depuis quelques années, depuis que Hugo Chavez a repris le flambeau de la lutte pour la souveraineté nationale et la lutte anti-impérialiste. Les grandes puissances occidentales, que ce soit les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France ou l'Espagne, n'ont jamais accepté que les intérêts économiques puissent être remis en cause. Hein. Qu'est-ce qui se passe? C'est que ces formes de chantage qu'on est en train de voir au Venezuela déjà depuis quelques années, ou qu'on pourrait appeler, enfin, ou que certains appellent négociation à la baisse, hein, pour être gentil, mais en fait c'est du chantage avec toute une batterie de sanctions derrière, de mesures coercitives unilatérales contre le Venezuela. On voit bien que dans ce monde multipolaire qui est en train de se construire, il y a des pays qui ont brisé cette forme de chantage, qui ont brisé cette négociation à la baisse, entre guillemets. C'est-à-dire que vous avez des pays comme les pays du Sahel, hein, qui ont refusé cette imposition, la Russie, et bien d'autres pays d'Amérique, le Nicaragua par exemple. Hein. Donc il y a quand même des expériences qui sont en cours. À un moment donné, ils ont dit basta, on refuse de se faire imposer
la loi internationale inventée par les Américains et les autres forces impérialistes et les autres puissances impérialistes, les États-Unis, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, écoutez, si vous refusez de négocier à la baisse, nous, on vous envoie la 4e flotte de la marine américaine. On accentue les mesures coercitives unilatérales, les sanctions. Mais le peuple, il se laisse pas faire. Donc, on voit bien que cette dynamique de démocratie directe et participative, non seulement elle est ancrée, mais elle est en train de se développer. Et le Venezuela représente aujourd'hui aussi un exemple pour d'autres pays de la planète qui veulent sortir de ce joug. Et vous avez de là-dedans, dans ce combat contre les forces impérialistes, vous avez aussi cette Union européenne qui participe de cette stratégie. C'est pas seulement les sanctions. Quand vous voyez que l'Union européenne à Bruxelles est juste à côté du siège de l'OTAN, quand vous voyez que le rôle de l'Union européenne, c'est de faire le gentil, le flic gentil face au flic méchant que représenteraient les États-Unis, le flic gentil qui essaye de convaincre, qui essaye d'organiser des rencontres pour essayer, de calmer, d'essayer il faut que vous négociez. Cette forme de chantage, en fait, c'est quoi? C'est le droit de vie ou de mort sur un peuple. Et quand vous avez forces militaires, le bras armé de l'Union européenne, c'est l'OTAN, et on le voit bien en ce qui se passe dans l'Est de l'Europe, ne nous trompons pas, l'OTAN en Amérique latine a aussi ses acolytes, la Colombie. Et la frontière de la Colombie avec le Venezuela, c'est une région extrêmement chaude. Vous avez aussi l'État de Táchira, qui est un des États les plus fascistes au Venezuela. Où vous avez aussi un passage important d'entrée de mercenaires. Maurice en a parlé tout à l'heure. Il y a même des mercenaires, ils ont arrêté, nous quand on était là-bas, ils ont donné l'information de quelques mercenaires colombiens qui venaient d'Ukraine. Parce qu'il faut savoir que dans les forces armées ukrainiennes, enfin en tout cas ce qu'il en reste du bataillon Azov et autres groupes nazis, il y avait pas mal de mercenaires colombiens et d'autres pays qui combattaient contre la Russie. Un certain nombre de mercenaires colombiens ont été rapatriés en Colombie. Et ils ont été rapatriés pour quoi faire? Pour essayer de s'infiltrer au Venezuela, pour essayer d'organiser des réseaux, pour essayer d'organiser des attentats. Et ça, fort heureusement, les forces armées bolivariennes, avec le peuple, ont réussi à mettre en échec ces tentatives. Donc c'est important de savoir cette participation, c'est-à-dire tout ce qui est en train de se produire au Venezuela, avec cette construction de la souveraineté nationale par la démocratie directe, par las comunas, par l'organisation des travailleurs, forcément, ça déplaît et ils vont mettre tous les moyens. Alors, pour terminer, de mon côté, après je laisserai la place aux questions, mais non seulement on s'attaque à la démocratie directe ou à la démocratie participative, c'est aussi les grandes réserves de pétrole et de gaz. Mais il n'y a pas que le pétrole et le gaz au Venezuela. Il y a aussi de l'or, il y a aussi du lithium. Et il y a aussi des réserves d'eau extrêmement importantes. Et l'eau est devenue l'or bleu pour les multinationales et pour les impérialistes. Donc, ça donne quand même une image de comment l'impérialisme cherche à s'approprier de ce pays. Oui, moi j'aurais aussi un complément à rajouter à ce qui vient d'être dit. Donc quand j'étais au Venezuela, on a rencontré un citoyen belge qui vit au Venezuela, si je me rappelle bien, 35 ans, et il a dit une chose intéressante. Il a dit qu'à Caracas, il habitait dans un quartier plutôt anti-gouvernemental, c'est-à-dire d'opposition, mais que cette démocratie participative fait que quand il y a de l'argent qui arrive pour des projets sociaux,
Eh bien, les gens de l'opposition locaux qui sont tentés par l'opposition, ben, ils doivent bien venir aux réunions pour savoir si l'argent va être dépensé pour l'école, pour la route, etc. Et que du coup, dans l'opposition, il y a une fraction qui quand même participe à cette démocratie participative et qui en quelque sorte se détache de l'opposition qui, par la force des choses, devient de plus en plus à droite et de plus en plus fasciste. Parce qu'une partie de l'opposition, c'est quand même des gens qui sont concernés par la vie quotidienne et qui, quand ils ont la possibilité d'améliorer la vie de leur quartier, se disent, mais après tout, peut-être que c'est ce que je devrais faire. Et donc, la démocratie participative, c'est aussi une arme contre l'opposition, mais qui, d'une certaine façon, transforme une partie de l'opposition en opposition, on dira, constructive, mais évidemment, du coup, explique pourquoi l'opposition militante est de plus en plus fasciste. Sí, efectivamente, Venezuela eh, está en el proceso de integrarse a los BRICS. Brasil tuvo objeciones para que Venezuela lograse ese objetivo en los meses atrás. Sin embargo, seguimos consolidando para lograr el acceso a los BRICS, que es nuestra alternativa para fortalecer nuestro proceso productivo, económico y de intercambio con los países aliados. On n'a pas d'explication encore, comment dire, que l'on peut appuyer sur des faits que l'on connaît. Bon. Si je m'exprime comme dans la vie, je veux dire, ça a été un coup de poignard du Brésil au Venezuela. C'est-à-dire qu'il y a eu, avec tout le respect qu'on peut avoir pour Lula pour ses 2 premiers mandats, sur ce 3e mandat, il y a un vrai problème. Le Brésil, alors pour des raisons qu'on essaie de expliquer. Alors la première explication, c'est qu'effectivement, avec l'élection contestée de Nicolás Maduro, le Brésil a pris une position intermédiaire en disant, en demandant de nouvelles élections, en demandant à avoir des procès-verbaux. Ça a évidemment généré des réactions du Venezuela et donc il y a un froid. Il y a un froid actuellement entre le Brésil et le Venezuela. Le Venezuela défendant sa souveraineté, avec l'appui du Mexique. Le Mexique respecte la souveraineté du Venezuela. Le Mexique avait aussi été contacté par les États-Unis, par Biden, pour intervenir dans la crise vénézuélienne avec avec la Colombie et le Brésil. La Colombie et le Brésil se sont embarqués dans cette histoire et le Mexique à un moment a dit non. Nous, on reconnaît Nicolás Maduro, c'est des affaires du Venezuela. Il y a sans doute un certain nombre de, souvenez-vous, lorsque Chavez a proposé à l'époque la création d'une monnaie commune, le sucre, c'est le Brésil qui s'y est opposé. Le Brésil est une sous-puissance régionale. Bon. Le Brésil a des intérêts qui sont par définition et parfois différents de ceux du Venezuela. Par exemple, sur la crise entre le Venezuela et le Guyana, alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais il y a une crise entre le Venezuela et le Guyana qui remonte à la fin du 19e siècle. Le Brésil a toujours été opposé à ce que le Guyana soit rattaché au Venezuela. Le Brésil a pris position contre le Venezuela depuis toujours sur l'affaire du Guyana, parce que le Brésil souhaite avoir une sortie sur la Caraïbe et il peut le faire à travers le Guyana. Le Brésil est une sous-puissance régionale. Alors ça, c'est une interprétation personnelle, donc ça repose pas sur des faits précis, c'est une intuition. Le Brésil craint qu'au sein des BRICS, il y a un poids symbolique du Venezuela. Pour le moment, au sein des BRICS, c'est le Brésil qui représente l'Amérique latine. Si le Venezuela rentre, l'équilibre change et Maduro ayant une politique beaucoup plus dynamique, beaucoup plus forte, il y a une crainte du Brésil de perdre son hégémonie sur la région. Donc il y a un conflit. Après tout ça, c'est des intuitions. On n'a pas encore d'explication rationnelle de ce qui s'est passé. Bon. Du coup, j'enchaîne sur des trucs. Bon, la question qui a été posée sur le Mexique est effectivement intéressante. Le Mexique est dans une situation difficile. Parce que le Mexique, 70%, alors c'est pareil, j'ai pas les chiffres en tête, mais de l'économie mexicaine est liée à l'économie des États-Unis. Bon. Ce qui va d'ailleurs poser un problème à Trump s'il impose des droits de douane, mais ça c'est une autre histoire. Il y a un élément nouveau dont il faut prendre compte quand on parle de l'isolement du Venezuela. Il y a un élément nouveau, c'est que on a parlé du groupe de Lima,
qui était l'ensemble des pays de droite qui ont pris parti contre le Venezuela. Et il se trouve qu'avec le Trump 2, il y a un élément nouveau, c'est qu'il est en train de s'en prendre à ses propres amis. Il est en train de s'en prendre au Panama. Il est en train d'expliquer à tous les pays d'Amérique latine, qu'ils soient de droite ou de gauche, qu'il va leur imposer des droits de douane. Et donc, d'une certaine manière, il va peut-être participer à une relance de l'intégration latino-américaine s'il va jusqu'au bout de son projet. Donc, le Venezuela s'est déjà clairement prononcé sur on défend le canal de Panama. La question, c'est comment ça a tenu. Alors, évidemment, il y a la question centrale. On parle de la participation populaire, de la démocratie participative, etc., etc. Quel était le but de Trump, Biden, en imposant des sanctions au Venezuela? C'était 1, que le peuple se retourne contre Maduro. 2, c'était de fracturer l'armée. Le Venezuela tient parce que l'armée est loyale. Si l'armée n'était pas loyale, Maduro serait tombé depuis longtemps. Bon. Pourquoi est-ce que l'armée soutient Maduro? Parce que l'armée vénézuélienne ne ressemble pas aux armées traditionnelles en Amérique latine. Si je prends une image de journaliste, qui est une image idiote par définition, en Amérique latine, vous avez famille possédante. Vous avez 3 fils. Là, évidemment, il y a des filles aussi, excusez-moi. Et vous avez 3 fils. Le premier, vous l'envoyez au séminaire, et 30 ans après, il est cardinal de la capitale. Le deuxième, vous l'envoyez à Harvard, et 30 ans après, il est ministre de l'économie. Et puis le troisième, vous l'envoyez à l'école militaire, et il devient commandant en chef de l'armée. Venezuela, ça s'est pas passé comme ça, parce qu'il y a le pétrole. Et donc la bourgeoisie s'est intéressée à récupérer l'argent du pétrole. Et donc l'armée, ça l'a pas intéressé. Et donc l'armée vénézuélienne est une armée populaire d'une certaine manière. C'est-à-dire que Chavez, qui était lieutenant-colonel de parachutistes, ce qui pour vous qui êtes de gauche, c'est quelque chose d'assez particulier. Il a fallu dans un premier temps, pour nous qui avons perçu à un moment que Chavez c'était pas Pinochet, il a fallu expliquer à nos camarades, là pour le coup j'utilise le mot camarade, que les parachutistes vénézuéliens n'ont participé ni à la guerre d'Indochine ni à la guerre d'Algérie. Et que le béret rouge de Chavez, c'est pas la même chose. Et qu'il y a eu des militaires progressistes en Amérique latine, Alvarado au Pérou, Torrijos au Panama, etc., etc. Et donc, si vous voulez, donc Chavez était fils d'instituteur, lieutenant-colonel. Et vous avez un certain nombre de membres de l'état-major, de généraux, de colonels de l'armée vénézuélienne qui viennent des secteurs populaires. Et puis, il y a eu Chavez. Et pour l'armée vénézuélienne, Chavez, c'est... comment vous dire, c'est peut-être ce qu'a été De Gaulle à un moment, ou ce qu'a été, j'en sais rien, on peut prendre plein d'exemples. Et il y a le souvenir de Chavez, et il y a la loyauté, et c'est Chavez qui a dit, avant sa mort, c'est Maduro, le successeur, qui sera élu, s'il est élu. Et Chavez, à l'époque, on l'a su, Chavez, il a dit ça parce que, pour être sûr que l'armée accepterait Maduro. C'est Chavez qui a indiqué la ligne. Et donc, du coup, le grand projet de l'opposition et des États-Unis, qu'un militaire se retourne contre Maduro, pour le moment a échoué. Ça explique qu'il y a des militaires emprisonnés. Prisonniers politiques, bah oui, prisonniers pour des raisons politiques. Si Salvador Allende avait fait arrêter Pinochet 3 mois avant le coup d'État, ça aurait été aussi un prisonnier politique. Alors je ne sais pas si on aurait dénoncé la répression de Salvador Allende, mais ça aurait eu du sens. Bon. Et actuellement, on le voit. Le discours est en train de reprendre. Edmundo González, tout récemment, donc le supposé président élu, a à nouveau appelé à l'armée. Et le projet des États-Unis, et en particulier de Marco Rubio, c'est on a échoué en essayant de capter les généraux, les colonels et tout, et donc on va essayer de capter les couches moyennes de l'armée. L'objectif actuellement des États-Unis et de l'extrême droite vénézuélienne, c'est les cadres intermédiaires de l'armée. C'est plus les généraux et les colonels, parce qu'en plus, ils ont été suffisamment stupides pour mettre aussi des primes sur le commandant en chef de l'armée, etc., 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 etc. Oui, je voudrais rajouter un élément extrêmement important pour comprendre pourquoi dans certains pays d'Amérique latine, l'armée est anti-impérialiste. Faut pas oublier que les États-Unis, en 1823, avaient décrété la doctrine Monroe. Cette doctrine, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout ce qui est au sud du Texas, jusqu'à la Terre de Feu,
leur appartient. Donc il y a eu quand même dans un certain nombre de pays, Amérique centrale ou Amérique du Sud, des militaires qui se sont soulevés contre la présence américaine. Bon, c'est le cas des militaires ou des civils. C'est le cas avant même la révolution cubaine. On prend le cas de Sandino au Nicaragua, il a réussi à expulser les Marines américains. Bon, après il s'est fait assassiner en 1934 par la dictature somoziste, par les somozistes, qui allait devenir une dictature ensuite à la botte des États-Unis. Mais il y a eu aussi des cas dans la guérilla guatémaltèque des années 50, entre 1944 et 1954, pendant 10 ans, il y a eu un gouvernement démocratique au Guatemala qui était dirigé par un civil, Jacobo Arbenz, et qui avait décidé de procéder à la réforme agraire. Et donc les terres de l'United Fruit Company, c'est-à-dire les bananeraies étaient entre les mains des Américains, forcément ça leur a pas plu du tout. Ils ont organisé un coup d'État, ils ont fait tomber le gouvernement démocratique du Guatemala, et tu as eu quelques mois après des militaires de carrière, des officiers guatémaltèques qui ont organisé les premières guérillas, Turcios Lima, Yon Sosa, enfin il y en a quelques-uns. La révolution cubaine n'avait pas encore triomphé. Donc, il y a dans certains pays, enfin, j'ai mis cet exemple du Guatemala parce que c'était un des premiers qui se sont organisés aussi, mais il y a eu aussi des guérillas au Venezuela dans les années 60. Donc, il y a eu des expériences, et aujourd'hui, vous avez une armée, effectivement, bolivarienne, des forces armées bolivariennes, qui d'ailleurs, c'est important de le souligner parce qu'on a eu la chance de rencontrer un militant communiste du Parti communiste vénézuélien qui s'appelle Carlos Wimmer, qui a été expulsé par la clique qui dirigeait le Parti communiste vénézuélien. Aujourd'hui, le Parti communiste vénézuélien est en reconstitution, on pourra vous en parler tout à l'heure, et c'est vachement intéressant, mais Carlos Wimmer, en tant que membre, ancien membre du bureau politique du Parti communiste vénézuélien, avait été sollicité par le ministre de la Défense, Vladimir Padrino, chaviste, pour pouvoir éduquer idéologiquement les officiers de l'armée bolivarienne. Ça, c'est vachement important. C'est-à-dire, vous avez des officiers supérieurs qui font appel à des militants pour enrichir la réflexion des forces armées bolivariennes. Ça, c'est extrêmement important parce que ça donne le ton, déjà. C'est pas seulement l'anti-impérialisme en tant que tel, c'est aussi la construction d'une société à vision socialiste. Et ça, c'est extrêmement important, c'est un élément à retenir. Vous avez un autre cas, c'est le Nicaragua, le Nicaragua avec les sandinistes, avec le gouvernement sandiniste, avec Daniel Ortega. Vous avez une armée anti-impérialiste qui défend la souveraineté nationale et qui est sur la doctrine et la pensée du général Sandino qui s'était battu contre les Américains dans les années 30. Donc vous voyez, il y a des expériences intéressantes qui se différencient de ce qui existe dans d'autres pays d'Amérique latine, comme c'est le cas du Chili. Le Chili avec un président caniche des Américains, le président Boric qui se dit de gauche mais qui en fait est en train de dérouler le tapis rouge aux forces armées chiliennes, mais aussi aux forces armées américaines. Il a autorisé l'installation d'une base militaire dans le sud du Chili. Donc vous voyez quand même qu'il y a quand même des expériences importantes. Et quelqu'un parlait, je crois qu'il y avait une question sur le peuple qui s'arme ou le fait que le peuple puisse s'armer pour pouvoir résister à des tentatives de déstabilisation. Bon, nous, ce qu'on a pu constater aussi, c'est qu'il y a la milice bolivarienne qui a été organisée, et ce sont des dizaines et des dizaines de milliers de citoyens, ouvriers, paysans, pêcheurs, travailleurs, étudiants, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes. Une des tentatives dont parlait tout à l'heure Maurice de l'année 2020, je crois que c'était en 2020, il y avait un commando financé par les États-Unis et par la Colombie
qui s'était infiltré sur le territoire vénézuélien par la mer, il a été mis en échec, il a été détruit et ses hommes arrêtés par la milice bolivarienne. Ça, c'est extrêmement important. Donc on voit bien qu'il y a un peuple qui est organisé et qui n'est pas prêt à se laisser faire. Un poco para reforzar la respuesta que por qué aún estamos de pie en la Revolución Bolivariana, es porque es un proyecto para el pueblo y con el pueblo. Y no es retórica cuando el presidente Maduro el 10 de enero decía que no se juramentaba él, sino que se juramentaba el pueblo. El compañero Maurice dibujaba también cómo en estos momentos estamos practicando un modelo de planificación y ejecución de proyectos donde el pueblo protagónico maneja de manera eficiente y eficaz los recursos del Estado. Igualmente tenemos la unión cívico-militar y los civiles nos conformamos en las milicias militares. Tenemos entrenamiento militar ideológico responsable, porque tenemos que saber para qué tenemos las armas. El presidente Maduro ayer en un entrenamiento decía, si no queremos la guerra, tenemos que prepararnos para defender la paz.